Alors, je suis effectivement un des contrepoints de la journée, enfin, en tous les cas celui de la matinée, un contrepoint ou on va dire un pas de côté par rapport à la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Alors, pas de côté à plusieurs titres. D'abord parce que je vais parler moins d'architectes, designers, d'usines, mais davantage du rapport entre architectes euh, et ingénieurs dans le contexte de la reconversion du patrimoine industriel, en évoquant en fait les difficultés que rencontrent les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage lors de ces transformations architecturales. Pas de côté également au regard de mon expérience sur le terrain pour avoir fait pendant un certain nombre d'années le repérage du patrimoine industriel d'une partie de la Bretagne. Et il s'avère, alors comme ça a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin, que très peu de sites, enfin d'ateliers de bâtiments industriels sont nés de la main d'un architecte, mais davantage alors certes d'ingénieurs, mais très fréquemment également des constructeurs, des entrepreneurs locaux. Pas de côté enfin parce que ma communication va soulever davantage de questions, voire de perspectives, plutôt qu'apporter des réponses, puisque je vais vous présenter un projet qui est en cours de développement. Alors, ce projet que j'évoquais à l'instant trouve ses origines dans de précédents travaux de recherche que j'ai menés il y a quelques petites années et qui portaient sur les processus de reconversion du patrimoine industriel pour accueillir de nouveaux usages économiques et sur le rapport qui peut s'instaurer entre les questions de reconversion du patrimoine industriel et la transition écologique. Et ces travaux ont mis à jour, ont révélé une vraie méconnaissance de l'architecture industrielle de la part des bureaux de contrôle lors des opérations de transformation après avoir échangé avec plusieurs maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage chargés de ces opérations. Alors, à l'issue de ces recherches, un certain nombre de constats ont émergé du point de vue de la reconversion de ce patrimoine. D'abord, une inadaptation de la législation française aux édifices patrimoniaux. Je pense en particulier à la loi sur la transition énergétique et aux articles 3 et 5 qui portent sur les questions d'isolation. Donc, une méconnaissance de cette architecture industrielle de la part des bureaux de contrôle qui peut conduire à des solutions inadaptées, voire complètement irréversibles en matière de préservation patrimoniale, avec un empaquetage de structures, par exemple, ou carrément des destructions. D'où la nécessité de mener des études, des diagnostics, afin d'améliorer la connaissance de ces matériaux anciens. Diagnostic qui est une étape tout à fait indispensable avant toute intervention, toute rénovation. L'idée, c'est de comprendre comment se comporte un matériau, une paroi, une structure, etc. Alors, face à ces différents constats, il m'a semblé judicieux de recourir à des compétences en ingénierie dont je suis totalement dépourvue, dénuée, d'où l'idée de lancer de nouvelles perspectives de recherche interdisciplinaire. Mon environnement au sein d'une université de technologie était assez propice à cela. Alors, il m'a semblé urgent de considérer la question du patrimoine industriel avec donc ces nouvelles perspectives de recherche et l'urgence, me semble-t-il, à considérer la reconversion du patrimoine industriel en accord avec les enjeux environnementaux. Or, travailler sur la question du réemploi du bâti existant et plus précisément sur ces matériaux anciens sert directement cette problématique de la transition écologique puisque le secteur du bâtiment est l'un des plus gros consommateurs de l'énergie à hauteur de 45%.
Donc, d'un point de vue institutionnel, ce projet s'inscrit dans le cadre de collaboration entre deux laboratoires pluridisciplinaires. Le premier auquel j'appartiens, donc le RECI, qui est un labo pluridisciplinaire exclusivement en sciences humaines et sociales, et le second, l'Institut IRAMAT LMC, qui est un labo, alors LMC pour Laboratoire Métallurgie et Culture, qui est également implanté sur le site d'un des campus de l'Université de Belfort-Montbéliard, et qui est un laboratoire pluridisciplinaire mêlant celui-ci sciences humaines et sociales et sciences de l'ingénierie. À ses compétences comment dire, scientifiques issus du monde de la recherche se joignent d'autres acteurs, parmi lesquels des praticiens du secteur privé et notamment le cabinet Acoros qui est implanté à Arles et qui est spécialisé dans l'expertise anti-corrosion. Alors, avant de nous engager dans ces nouvelles recherches, il nous a semblé important de nous livrer à une espèce d'état des lieux, des acteurs et des actions déjà engagées sur ces thématiques de recherche. Pour ce faire, nous avons organisé un colloque international en juin 2022 qui a fait l'objet d'une publication en avril 2023, dont vous avez la couverture de l'ouvrage à l'écran et qui est disposée sur la petite table mise à disposition par Nicolas. Et donc, ce colloque nous a permis de mener cet état de l'art et de constituer également un consortium de recherche interdisciplinaire qui est aujourd'hui enrichi par une thèse qui a démarré le mois dernier, en fait, donc une thèse en histoire des techniques financée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, en fond de tableau de ces nouvelles recherches, un contexte opportun, celui malheureusement du réchauffement climatique et de l'apparition au moment de l'organisation du colloque du dernier rapport du GIEC qui souligne certes la responsabilité sans équivoque des activités humaines dans ce réchauffement-là, mais aussi qui indique que toutes les actions doivent être considérées, toutes les ressources également. Et ce faisant, ces recherches sur le réemploi du bâti existant ont des choses à dire, d'autant plus que l'architecture des villes est également dans le viseur du GIEC, notamment en termes de transport, d'aménagement urbain, de mobilité douce, etc. Donc, dans ce cadre, il est important, me semble-t-il, que le patrimoine soit considéré comme une ressource pour le territoire, en l'occurrence une ressource peu carbonée car déjà là. En outre, il convient de noter, et ça c'est également très important, me semble-t-il, que 75% du parc immobilier de 2050 est déjà construit, d'où l'intérêt de s'engager autour de ces questions, puisque les enjeux et les solutions reposent davantage sur l'existant plutôt que sur la construction neuve. Alors, dans ce contexte-là, et pour justifier mon propos et ce besoin de travaux, je vais évoquer très rapidement trois cas d'études rencontrés sur le terrain, témoignant d'une part des conséquences potentielles de cette méconnaissance de l'architecture industrielle de la part des bureaux de contrôle lors de ces opérations de reconversion, et d'autre part, à partir du dernier exemple, de l'indigence des sources d'archives dans le domaine de l'architecture industrielle lorsque celle-ci ne relève pas d'un architecte. Alors, le premier exemple, c'est la filature de coton et de lin, la foudre, implantée à Petit-Quevilly, près de Rouen,
qui a été reconverti en 2011 par le cabinet Reichen et Robert pour accueillir un petit parc d'activités économiques dédié au secteur tertiaire des technologies de l'information et de la communication et qui s'appelle Seine Innopolis. Alors, l'architecture des bâtiments de France a beaucoup aidé à conserver le caractère original de ce bâtiment qui a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2003. Ce bâtiment présente une qualité architecturale remarquable, comme vous pouvez le voir à l'écran, à tel point qu'il a fait l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage de Turgan sur les grandes usines en 1863, qui souligne justement ce caractère monumental, enfin remarquable, et également au plan technique qui évoque la perfection de son outillage. Alors le constructeur de cette filature, c'est l'ingénieur écossais William Fairbairn, qui est auteur de nombreux ponts et des premiers navires en fer. Alors, ces travaux portent sur la résistance des rivets et des plaques de fer assemblées par les rivets. Donc, c'est quelqu'un qui a une excellente maîtrise et compréhension de ce métal dont on a un aperçu dans une notice nécrologique apparue dans les annales des ponts et chaussées de 1874. Alors, cette filature, elle est construite en briques et en pierre. Elle possède à l'intérieur des sols carrelés et repose sur une structure de type fireproof avec des poteaux en fonte et des voûtins de briques. Alors, cette structure, lors de l'opération de reconversion, a suscité une espèce de bras de fer entre les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et les bureaux de contrôle, puisque cette fonte du 19e siècle, les propriétés sont sont inconnues en fait des bureaux de contrôle concernant leur résistance au feu. D'où la demande d'empacter ces structures, mais ce qui est forcément préjudiciable à l'identité industrielle des lieux. Alors, après un espèce de bras de fer, une alternative a été proposée par les pompiers, à savoir l'application d'une peinture intumescente qui permet de tenir au feu durant 30 minutes et également la mise en place de dispositifs, le fait de multiplier davantage de dispositifs de détection des incendies pour compenser justement ce parti pris de ne pas impacter ces poteaux en fonte. Donc vous avez une vue qui montre bien le squelette, l'ossature de la filature. Les voûtins en briques n'ont malheureusement pas pu être préservés. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Et une vue, voilà, alors les photos précédentes ont été prises pendant la période de reconversion, et là vous avez une photo après justement l'application de ces peintures intumescentes. Deuxième exemple, tout à fait similaire, en tous les cas en termes de problématiques, ce sont les docks à Marseille, donc datés du milieu du 19e siècle et reconvertis par l'architecte Éric Castaldi, en tous les cas dans sa première phase en 1992. Et là aussi, la préservation de ces poteaux en fonte est due à la pugnacité, aux ailes d'Éric Castaldi, passionné de patrimoine, et qui a dû démontrer au bureau de contrôle qui souhaitait justement, faute de connaître la résistance au feu de ces poteaux,
les remplacer. Il a dû démontrer leur résistance. Alors, il est passé par bon, il était conscient que ces docks, depuis ce milieu du 19e siècle, avaient dû connaître dans leur histoire des périodes d'incendie. Donc, il est allé faire des recherches aux archives municipales, départementales, et finalement, au sein des archives des pompiers, il a identifié un incendie assez important qui est intervenu en 1971, qu'il a parfaitement bien circonscrit avec des plans. Il est allé vérifier sur place et a montré, donc en compagnie des membres du bureau de contrôle, que finalement ces poteaux avaient parfaitement bien, enfin n'avaient pas été atteints dans leur structure, d'où l'acceptation finalement de les préserver en l'état. Enfin, le dernier exemple qui témoigne de cette indigence des archives consacrées, enfin en tous les cas dédiées à toutes ces questions d'architecture industrielle, c'est le cas d'un site pourtant relativement important, à la fois spatialement et également dans l'identité, l'entreprise en tant que telle, puisqu'il s'agit de la filature DMC implantée à la fin du 19e siècle à Belfort dans le contexte de la guerre franco-prussienne, la maison mère étant située à Mulhouse. Donc un site qui possède un certain nombre d'ateliers construits en briques, pierre, dont l'un des plus anciens qui se situe ici et qui est l'atelier de retordage qui date de 1879 et dont vous avez une vue intérieure qui montre une très belle charpente métallique. Grande difficulté à identifier l'auteur en fait de ces bâtiments et cet atelier de retordage, en fait, l'identification a été possible grâce à un échange de correspondance entre l'industriel et donc Armand Moisan, qui est l'auteur de ce bâtiment, au moment d'un épisode climatique assez fâcheux, à savoir un ouragan, je cite les archives, ouragan avec neige, puisque c'est durant l'hiver 1879. Le bâtiment a été livré en 79 et cet épisode date de décembre 1879. Épisode qui a entraîné une déformation de cette charpente métallique. Donc vous imaginez bien que Dollfus était assez mécontent, d'où cet échange avec Armand Moisan, et c'est par l'identification, ces courriers avec en tête de papier qui ont permis d'identifier Armand Moisan, donc ingénieur d'ailleurs que vous... Enfin, très important, qui avait une entreprise à Paris dans le 15e du côté de l'avenue Vaugirard, une des grosses entreprises avec celle d'Eiffel à cette époque-là, et qui est l'auteur justement de l'ossature du moulin que vous verrez demain, et qui a travaillé avec Jules Saunier. Alors, Moisan se défend, forcément, il vante la qualité de cette structure métallique. Et effectivement, à la lecture de ces différents échanges, on se rend compte, et Moisan l'a bien identifié, il soupçonne, comment dire, l'atelier, en tous les cas, d'avoir eu des ouvertures des fenêtres ouvertes qui ont été... Disons que le phénomène climatique a été tel que le vent s'est engouffré et a entraîné cette déformation de la charpente. Alors, bon, c'est un site qui a aussi été reconverti par Aichen et Robert. Et là, vous avez à l'écran l'exemple d'une percée, puisque ce sont des bâtiments extrêmement longs. Donc voilà, vous avez une percée transversale et la charpente est conservée. Alors, face à ces différents constats, cette méconnaissance, à ces solutions, enfin, tous ces sites, tous ces
objets du patrimoine industriel sont reconvertis. Les architectes qui sont derrière n'ont pas forcément la pugnacité d'aller aux archives pour démontrer que telle ou telle structure tient la route, d'où l'importance de creuser et d'accroître cette connaissance. Et donc, face à ces constats-là, on a amorcé cette réflexion interdisciplinaire sur la construction métallique, en particulier sur le fer Peudelé. Vous avez à l'écran l'intitulé du sujet de thèse donc, qui vient de démarrer il y a un peu plus d'un mois. L'idée, c'est de croiser les apports de la documentation historique, donc les traités anciens, les cours anciens également au sein des écoles centrales, polytechniques, puisque j'ai évoqué des ingénieurs là, qui viennent de ces institutions-là, à ceux des sciences dures, donc en archéométrie, analyse métallographique, test de résistance, de dureté, etc., afin de mieux cerner les propriétés de ce métal et de disposer de données fiables, objectivées à destination des bureaux de contrôle. Alors, un des objectifs majeurs, c'est certes d'accroître cette connaissance, mais c'est également de développer une ou des méthodologies non destructives qui sont forcément invasives pour la tenue de la structure. Et souvent, les maîtres d'ouvrage exigent un certain nombre de prélèvements qui altèrent forcément la tenue de la structure. Alors, ce projet-là recouvre un certain nombre d'enjeux, des enjeux épistémologiques, puisque ces recherches vont être l'occasion de développer une réflexion interdisciplinaire sur les modalités de production et d'hybridation des savoirs en sciences du patrimoine, en ingénierie, en histoire, en archéologie industrielle, archéométrie, etc. Des enjeux méthodologiques, puisque confronter cette documentation historique ancienne à l'apport du terrain et des analyses en labo, croiser les compétences non seulement pluridisciplinaires, mais également entre praticiens et structures publiques, et le retour des structures privées, je pense en particulier au laboratoire Acoros, est extrêmement précieux. Parce qu'il s'agit de travaux en histoire des techniques, c'est de comprendre aussi les conditions de production et la nature du matériau au regard de ces normes et du respect de leur conformité. Et l'idée, c'est aussi de mettre en parallèle ces normes anciennes aux normes contemporaines. Alors, les implications sur le terrain, quelles sont-elles? C'est de se livrer au diagnostic avec 4 types d'analyses: le bilan sanitaire de la structure, la capacité portante des métaux, la soudabilité des métaux et le diagnostic des peintures. Alors, un exemple de travaux d'études menées en laboratoire, vous avez là, l'objectif, en fait, c'est d'étudier la microstructure des échantillons afin d'identifier le matériau, parce que cette microstructure n'est en fait que le reflet des process de fabrication. Donc, sur la première image, on a une microstructure des fontes de fer qui se caractérise par une matrice uniforme avec des inclusions que l'on identifie parfaitement bien, des inclusions de carbone sous forme d'une multitude de lamelles noires avec différentes orientations. En revanche, à côté, au centre, on a la microstructure d'un fer Peudelé qui, lui, présente une structure lamellaire avec une densité variable d'inclusions qui sont parallèles et qui correspondent en fait au sens du laminage. Alors, des campagnes d'essai ont montré que le fer Peudelé a de meilleures propriétés dans ce sens du laminage plutôt que perpendiculairement. Et enfin, la troisième représente de l'acier doux qui a une structure perlitique avec des grains de fer assez grossiers qui sont liés à un refroidissement mal contrôlé.
et on observe en fait une évolution de cette microstructure de l'acier doux entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, où forcément, avec le temps, on améliore justement le process de fabrication, et au 20e siècle, on a des grains qui sont beaucoup plus fins et homogènes. Enfin, les derniers enjeux de ce projet de recherche sont d'ordre territorial et environnemental, puisque considérer l'existant, les infrastructures en place dans une démarche respectueuse de l'environnement et de la préservation architecturale et patrimoniale, c'est une orientation que ce projet souhaite promouvoir. Et comme le souligne le rapport du GIEC, aucune opportunité ne doit être ratée, aucune stratégie ni aucun acte sous-estimé, peu importe en fait l'échelle d'intervention, et c'est vraiment ce que souligne hein, le dernier rapport du GIEC, intervenir bien sûr à l'échelle méta internationale, mais à l'échelle locale, c'est tout aussi important. Alors, les deux mots d'ordre de ce rapport, comme en tous les cas, ça fait plusieurs années que le GIEC utilise ces mots d'ordre-là, sont adaptation et atténuation. Adaptation des lieux à de nouveaux usages pour ce qui nous concerne, pour la reconversion du patrimonial. Atténuation des émissions anthropiques amorcées par le geste du réemploi, puisque là, on est véritablement dans une démarche vertueuse. La question de la reconversion du patrimoine est également garante de qualité paysagère, d'identité territoriale et de préservation mémorielle. Et d'ailleurs, Karen Bowie, qui était présente au colloque en juin, et qui est membre de la commission du Grand Paris, nous soulignait lors de ce colloque l'injonction de la ville de Paris à ne plus détruire, mais à transformer, à réemployer, ce qui, nous indiquait-elle, était tout à fait nouveau. Alors, je vais conclure très rapidement en indiquant qu'on a affaire, en travaillant sur ce type de matériaux anciens, à un objet frontière. Il me semble important, pour avoir une étude globale, exhaustive, holistique, de croiser les regards, les compétences, afin d'en accroître la connaissance, de faire profiter en fait à l'architecte et à l'ingénieur de l'outil historique, de la richesse de ces documents, de ces archives historiques, des dimensionnements. À l'époque, au XIXe siècle, on ne parlait pas de normes, mais on parlait de dimensionnement. Donc, de mettre tout cela en regard et de faire profiter parallèlement à l'historien des techniques de la vision structure, de l'approche métallographique, de l'apport des tests de dureté, de résistance, etc. Donc, une espèce de mise en dialogue entre ces différents apports. Voilà, je vous remercie.